Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Fake news ou fausses nouvelles ou fausses infos ou infox. Cette expression est apparue en 2016 au Royaume-Uni à la faveur du Brexit, puis quelques mois après pour l'élection présidentielle américaine. Mais le procédé remonte à bien plus loin, le mensonge orienté, le mensonge intéressé étant de la nature humaine. Avec les réseaux sociaux et la liberté de tous de parler, d'échanger, de commenter et de divulguer des informations, le phénomène est devenu structurel, voire structurant des sociétés humaines contemporaines. Tout le monde devient fournisseur d'informations, tout le monde agit et réagit, et la crédulité des gens fait le reste. Une fausse information devient vite une vérité, et cette vérité se transforme aussi rapidement en actu puis en scoop. Et le Maroc, à l'instar des autres pays du monde, n'échappe pas à cette tendance, à la règle. En début d'année, le gouvernement avait en main un projet de loi contre les fake news, mais plusieurs mois plus tard, il semblerait que ce projet ait vécu. Et en échange, à l'arrivée, nous avons un gouvernement, des organismes officiels, des institutions qui passent leur temps à démentir des faits qu'on leur prête ou rejeter des accusations surfaites. Où en est-on alors aujourd'hui et comment réagir à ce phénomène? Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Hassan Saoud, vous êtes membre chercheur à l'Institut Royal des études stratégiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.com. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuwait.ma, directeur et fondateur de Kuwait.ma. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mais avant, nous avons une actualité politique brûlante dont nous allons parler quelques instants avant de revenir à notre sujet principal qui sont les fake news. Alors, depuis vendredi dernier, les deux partis principaux du gouvernement RNI et PJD s'échangent critiques devenues depuis des attaques. Ça a commencé par l'intervention de Rachid Talbi Alami, membre dirigeant du RNI et ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait critiqué le PJD lors de l'université d'été du parti qui se tenait à Marrakech. Il s'est attiré une réplique très ferme de Slimane Lamrani et ensuite ça a été des communiqués du bureau politique, du secrétaire général du PJD et du président du RNI, Aziz Akhnouch. Naïm Kamal, on commence par vous. Quel est votre commentaire sur ce qui semble être le début d'une crise entre les deux partis principaux du gouvernement? Le début d'une crise, je n'en sais rien parce que c'est une situation. Ça semble. Hein Ça semble. Oui, ça peut. Oui, ça ressemble beaucoup. Mais c'est une situation qui peut évoluer du jour au lendemain, soit dans le sens de l'escalade, soit dans le sens de l'apaisement. Ça veut dire, on ne sait pas qui vont être les intervenants dans cette histoire, ni les arrière-pensées des uns et des autres dans cette polémique qui vient de naître. Mais écoutez. Chaque fois qu'il y a une majorité, chaque fois qu'il y a des alliances, il y a toujours des couacs, si j'ose dire, des affrontements, des moments d'entente, des moments de mésentente. Et en tous les cas, cette sortie ou cette polémique, on est dans le politique. La politique a besoin de discussion, a besoin de débat et elle vient relever un peu cette rentrée politique de 2018-2019. Il ne faut pas toujours l'appréhender de façon négative, pour peu qu'on puisse garder au débat une certaine tenue. Or, on a vu que Rachid Talbi Alami avait stigmatisé, mais sans le nommer, le PJD. Il avait, devant la jeunesse de son parti, dans toute cette ambiance de cette rencontre d'université d'été du RNI, enfin de la jeunesse du RNI à Marrakech, il y avait eu... C'est comme ça qu'ils ont expliqué ça, c'était une réunion interne au RNI où Rachid Talbi Alami s'exprimait devant sa jeunesse. Il est fait pour discuter de tous les sujets et de donner le tempo et l'orientation. Rachid Talbi Alami, ses amis également politiques, voire Aziz Akhnouch dans son intervention, ont expliqué l'état des lieux, c'est leur droit. J'ai trouvé par contre la réaction de Slimane Lamrani, secrétaire général adjoint du PJD, secrétaire général adjoint qu'il a publié sur Facebook un peu excessive dans ce sens où il recourt pratiquement à l'injure, ce mépris qui n'a rien arrangé au débat à l'égard des partenaires ou des adversaires, peu importe. Il y a un mépris. Ça aurait pu être fait d'une manière plus élégante, quoi. Et cette propension excessive à dire nous sommes le premier parti, le plus grand, nous dirigeons, nous faisons, alors que les chiffres ne confortent pas cette analyse. Ça alimente la tension. Sur ce, on le sait, la semaine est intervenue
ce qu'on pouvait interpréter dans un premier temps. Non, pas le Tmani. Si, il avait appelé ses militants à ne pas réagir en attendant la réunion du secrétariat général du PJD. Qui a été présidé par le même Slimane Amrani, en l'absence du chef du parti. En l'absence du chef du parti et du gouvernement. Bon, qu'ils réagissent, c'est normal, parce que l'analyse, qui n'est pas exclusive au RNI, que les RNI a faite de le projet sociétal du PJD n'est pas totalement saugrenue, n'est pas totalement fausse, mais on peut en débattre sans vraiment créer de la tension. L'espace politique, le champ politique est fait pour qu'on puisse discuter. Et c'est là où peut-être... En fait, Rachid Talbi a fait des critiques, il s'est attiré des attaques. Hassan Saoud, vous avez un commentaire sur ça? Le seul commentaire que j'ai, c'est que ce n'est pas une première. L'ancienne majorité a connu les mêmes postures d'échange un peu invectives. Qu'est-ce qui est grave? C'est l'escalade dans les joutes verbales. Il y a une majorité gouvernementale censée être solidaire parce que les chantiers sont énormes et des chantiers urgents. Alors, je pense que la sagesse devrait l'emporter sur ces échanges qui ne profitent à personne et dont la première victime sont les intérêts de la nation pour un gouvernement censé conduire une politique. Et je pense qu'on en a quand même, que le peuple en a assez de ces échanges qui ne mènent à rien. Il y a des chantiers, c'est ça l'urgence, et la solidarité gouvernementale est le dénominateur commun de toute l'action. Solidarité, ils sont solidaires maintenant, ils ne s'entendent pas trop, mais enfin, on va considérer que c'est une brouille, on va voir comment ça va se passer. Hassan Alaoui? Moi, personnellement, j'estime que je regrette finalement, parce que, en fait, le Maroc peut se passer de cette querelle byzantine, je dirais, parce que c'est la même majorité composite, certes, mais c'est une même majorité qui, en principe, devrait être solidaire de sa politique et tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est un arbre qui cache la forêt, parce qu'en vérité, ça soulève, si vous voulez, une question centrale. Qu'est-ce qui se passe derrière toute cette petite polémique partie un vendredi avec un discours, bien sûr, du président du RNI, relayé ensuite par son adjoint, et ensuite qui a appelé une réplique 48 heures après, par écrit, par un haut responsable et non moins engagé, je veux dire, du PJD sur son Facebook en arabe de surcroît et tout ça. Tout ça, ça participe un petit peu de, je ne sais pas, du dérisoire à la limite. Et donc ce n'est pas ça. Nous attendons autre chose, effectivement, parce qu'il y a quand même une situation objective au Maroc aujourd'hui qui est... on ne se le cache pas, très critique, ce qui se passe je veux dire, sur la côte dans le nord, n'est-ce pas, la crise économique, le regard, les débats aux Nations Unies où le Maroc, je veux dire, défend à pied, on va en arriver tout à l'heure, sa position et tout ça. Donc, si vous voulez, cette polémique, je la souhaite, je veux dire, temporaire, parce que de toute façon, il faut que les responsables en vient justement à une discussion sérieuse, franche, c'est-à-dire les deux leaders des partis. Et puis, il ne faut pas oublier que ça n'intéresse que deux partis, ce n'est pas le gouvernement. Donc on ne peut pas, nous, être, si vous voulez, les otages de deux partis, quels qu'ils soient, fussent-ils très importants et ont du poids. D'ailleurs, ce n'est pas le deuxième parti, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le deuxième parti, c'est le PAM. Donc, non, je dis les deux partis principaux au gouvernement. Oui, bien sûr. Le PAM est bien le deuxième parti au gouvernement. D'accord, donc autant pour moi. Mais toujours est-il qu'il faut maintenant arrêter, il faut passer à autre chose. Et ça y est. Donc j'espère qu'il va y avoir une réunion franche entre responsables, parce qu'il y va, si vous voulez, des dimensions, je veux dire, importantes et significatives du Maroc d'aujourd'hui, et pas les querelles de partis. Voilà. La dernière intervention sur le sujet, moi, je suis un peu gêné devant l'intervention de Hassan. Il est d'autant plus fondé... Hassan Alaoui, parce qu'il y a des Hassan en face de vous. Pardonnez-moi. Donc, Hassan Alaoui. Chérif Hassan.
il a raison sur l'aspect qu'il y a des sujets importants. Je crois que c'est la réponse du Réni d'Arnouch hier soir, oui. Il y a des sujets bien plus importants, bien plus profonds à débattre que de verser dans des querelles byzantines, comme vous disiez. Je termine à Slimane Lamrani, c'était ça à peu près. On peut discuter d'autre chose. Bon, on est complètement d'accord. Maintenant, il ne faut pas négliger que la vie politique est faite aussi de ça. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a une divergence, qu'il y a une friction, on dit non, il faut occulter, c'est pas sérieux. Non, si, la politique, c'est dans tous les pays du monde, là où il y a multipartisme, où il y a plusieurs partenaires, il y a débat, il y a polémique, il y a des va, des vient. Ça fait partie de la vie normale d'un pays. Donc on attend, il faut on attend que, on peut rendre la vie politique croustillante parce que c'est ça. Il ne faut pas prendre avec condescendance. Il ne faut pas prendre avec condescendance un débat politique en disant non, c'est du dérisoire. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Pour moi, les enjeux aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais autant Arnouch a raison, parce qu'Arnouch si on analyse le fond du débat, on est sur le projet sociétal de deux parties, parce que si vous avez écouté Slimane Lamrani et vous avez écouté Talbi, vous êtes devant deux projets sociétaux qui se sont opposés. Donc on voit bien que ce sujet enflamme, il intéresse, il passionne. Moi, je pars du principe méthodologique, tout simplement qu'aujourd'hui, la querelle ne fait que commencer. En tant que journaliste, observateur, on va la suivre, manifestement. Mais aujourd'hui, on ne peut rien dire. Il y a une réplique d'Arnouch et ensuite une autre réplique, si vous voulez, on va attendre, parce que excusez-moi, on va s'en tenir là. Comme l'a dit... Il y a une évolution attendue. Et les jours à venir apporteront alors, comme l'a dit Naïm, Saadine Latmani, le chef du gouvernement et le secrétaire général du PJD, a réagi en un seul temps en disant aux gens, aux membres, il a demandé à ses troupes de ne pas commenter. Bon, là, il arrive de New York. On va attendre. Les jours qui viennent apporteront certainement leur lot de réponses parce qu'il y aura certainement une rencontre entre les deux chefs. Et là, on a vu que ça s'est passionné quelques minutes. Je suppose qu'au niveau du gouvernement, ça doit être aussi passionné. On va attendre et peut-être que finalement, ce n'est qu'une brouille passagère, ou alors ils vont mettre les choses à plat et discuter de choses qui les différencient pour aller de l'avant. On passe à notre sujet sur les fake news. Alors, le ministère de l'Éducation dément que le bac ancien permet de s'inscrire à l'université. Et il dément aussi l'utilisation dans ces établissements de certains manuels en arabe qui ont utilisé quelques mots en dérija. Le ministère de la Santé dément la propagation du choléra au Maroc. Hervé Renard dément avoir imposé ces conditions à la Fédération de foot. La DGCN dément avoir acheté des armes israéliennes en mai. Alors, il y a beaucoup de démentis, il y a beaucoup de choses, et donc ce sont des fake news. Et les gens, généralement, les utilisateurs, les internautes croient plus ou moins facilement à ça. Donc ça oblige, ça contraint, ça pousse les concernés à apporter des démentis. Alors, ces démentis, ils vous inspirent quoi, Hassan Saoud? De quoi parle-t-on? Nous parlons d'une information. Nous parlons de l'information. Au départ, c'est une information, avec une source, un support et un contenu. C'est après, quand il y a un contenu faux, que ça devient une fake news. Et une fake news, ça fait partie des attributions des uns et des autres, ce qui s'appelle le droit de réponse. Le droit de réponse, c'est le droit de toute institution, de toute personne, pour les institutions. Ça concerne certains... Il y a du factuel, il y a des attaques ad hominem, il y a des attaques sur le fonctionnement, il y a des attaques sur la santé des gens. Et il y a des fake news partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le démenti est important. Et dans le démenti, on ne dément pas tout. Il est indispensable même. Et dans le droit de réponse que j'évoquais, il y a des mises au point, il y a des rectifications. Et il y a des démentis quand c'est la globalité. Parce qu'une fake news, des fois, n'est pas totalement fausse. Il y a des éléments faux qu'on altère intentionnellement. Fake news, ça veut dire que c'est faux. Voilà. Oui, mais parce que je parle aussi, parce qu'il faut voir le côté judiciaire. Prouver que toute l'information est fausse, ou partie, ou... Et il y a évidemment les acteurs de tous. Quels sont ces acteurs? Il y a évidemment les plateformes, l'auteur, le support,
Et il y a évidemment toute cette, les responsables d'édition des journaux, et je parle devant des journalistes qui connaissent tout ça. Et donc ça, il faut le regarder de très près, parce que l'important, c'est que les gens aient la responsabilité de ne communiquer que ce qu'ils peuvent vérifier eux-mêmes et qui soit vrai, et ça participe de la déontologie des uns et des autres, qu'ils soient des journalistes professionnels ou le reste, parce que nous sommes tous actuellement des journalistes. À partir du moment où on peut envoyer une nouvelle, tout le monde est journaliste. Évidemment, moi, les professionnels qui ont le sens de l'analyse, de la vérification, etc. Oh, comme vous le dites, si justement on a les journalistes avec nous, on aurait aimé aussi avoir le syndicat de la presse marocaine et le ministère, mais le ministère n'a personne disponible et le syndicat s'est défaussé, donc il n'est pas venu. Mais les deux parlent de journalisme citoyen. Naïm Kamal, ça veut dire quoi le journalisme citoyen? Avant, on avait quelque chose comme 3 000, 4 000 journalistes professionnels au Maroc. Là maintenant, avec Internet et les réseaux, on a quelque chose comme 15 ou 16 millions de journalistes qui donnent tous des informations. Sinon des milliards. Non, je parle du Maroc. On n'en est pas encore à ça. On est juste 35 millions de la moitié des journalistes virtuels. Comme l'Internet est accessible un peu partout, vous savez... Mais cette notion de journalisme citoyen, est-ce que ça vous parle? J'y arrive. La fake news, il fait son intrusion de partout. Il peut te cibler à partir de l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne concerne pas seulement des choses de politique intérieure ou des affaires internes. Ça peut aussi être la sécurité extérieure d'un pays, ça peut être ses relations internationales, ça touche à tout. Bon, maintenant, franchement, quand on me parle de journalisme citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas, le journalisme. D'abord, le terme citoyen est inapproprié à mon sens, parce que quand on parle de journalisme citoyen, il renvoie à quoi? C'est un la mot. Citoyenneté, il ne renvoie pas à la nationalité, il renvoie à la citoyenneté, c'est-à-dire l'activation. Il renvoie peut-être à l'éthique, il renvoie peut-être au civisme. Forcément, mais c'est de ça dont on parle. Quand on parle de journalisme citoyen, ce n'est pas au niveau des fake news. Le journalisme citoyen, c'est-à-dire que n'importe qui devient journaliste du jour au lendemain dès lors qu'il a un support et qu'il a un moyen de pouvoir accéder à l'autre. Non, le journalisme est un métier. Il a ses professionnels, il a ses amateurs également, mais pour le reste, on ne peut pas parler de journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, c'est quand on parle de la profession. Ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux est un problème mondial, et pas exclusivement marocain. On a bien vu l'enquête qui est aux États-Unis actuellement sur ça. Il y a aujourd'hui un enchevêtrement de faits, de faux faits, d'intox, de désinformation, de la désinformation par des amateurs, c'est-à-dire des gens qui s'improvisent des informateurs et qui vont balancer n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que ça va devenir viral, que ça va prendre de l'importance. Et plus c'est gros et plus ça passe. Plus c'est vulgaire et plus ça passe. Plus c'est injurieux et plus ça passe. C'est tout ça. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui doit être longue, profonde, sur les meilleurs moyens de contrer la désinformation, pour appeler les choses tout simplement. Et ça me semble difficile de tout temps, même avant les réseaux sociaux, avant l'Internet, ça a toujours été un problème. Vous imaginez quand un journal publie une information diffamatoire ou fausse sur un fait, un personnage, et qu'il reçoit un démenti. Quand il est obligé de par la loi il est obligé par la loi. La loi est très claire. C'est-à-dire même espace, même endroit, même caractère, même police, etc. Mais que font généralement les journaux? Je vous reprends juste sur un terme que vous avez utilisé. Je termine rien que cette idée. Que font généralement les journaux? Ils prennent le démenti ou la mise au point, ils la jettent dans une page intérieure, dans une petite colonne, et ça devient invisible. Entre-temps, le mal est fait. Ça dépend de la force, de la conviction de celui qui envoie le droit de réponse. Quand il exige que ce soit à la même place, c'est à la même place. Maintenant, je vous reprends juste un mot que vous avez dit sur le journaliste, qui est un métier réglementé, etc. Et j'en arrive à vous, Hassan Alaoui, sur ce point-là du journaliste. On parle aussi de journal. Un journal privé, un journal intime. Et celui qui le fait est journaliste. Donc il y a une dilution. Et dans les pays
européens, enfin spécialement en France, au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis, on est en train de décortiquer toute l'étymologie de ces termes-là pour essayer de remettre les choses à leur endroit. Alors selon vous, Hassan Alaoui, est-ce que c'est pratique de donner des informations, mais des informations entre guillemets? Est-ce qu'elles devraient être permises? Est-ce que tout le monde, ici je parle là du Maroc, peut s'ériger en journaliste, sachant que la profession est sévèrement encadrée, est étroitement réglementée par un code qui vient d'être promulgué il y a 2 ans, il y a 1 an et demi? D'abord, mais ce code n'est pas définitivement adopté. Je suis désolé. C'est-à-dire il est adopté, mais il n'est pas appliqué. Je veux dire, et toutes ces dispositions sont encore en plein débat. Il faut quand même, nous le savons depuis des années, il a été mis dans le tiroir sous Sibn Abdallah et tout, puis après on l'a ressorti. Maintenant on est en train d'édulcorer, de changer, de mettre un autre costume, mais ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, les fake news, c'est un phénomène, comme a dit Naïm, c'est un phénomène mondial. On ne peut pas l'éviter. Nous ne sommes pas les seuls à le vivre, tout simplement parce que la différence entre journaliste ou journaliste citoyen et le Facebooker ou le blogueur et tout ça, c'est que celui qui lance l'information sur, disons, la fake news, n'a pas de rigueur à s'appliquer lui-même ou de contrôle. C'est-à-dire, il s'improvise journaliste et il lance n'importe quoi sur Facebook ou sur un autre site, ou LinkedIn même et tout. Et puis, il n'a pas, si vous voulez, le filet de contrôle comme vous l'avez, vous et moi et tous dans les journaux. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple au Maroc, ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Il y avait un célèbre hebdomadaire, n'est-ce pas, qui tout simplement qui est tombé dans un piège et qui a sorti une lettre que quelqu'un, je ne sais qui, mais on a su après, lui a envoyé pour dire tout simplement que M. El Youssoufi, qui est devenu Premier ministre, avait comploté contre le roi Hassan II en 1963. Et ils ont tiré un dossier... Encore une fois, fake news. Ils ont tiré un dossier de 10 pages, n'est-ce pas? Tu te souviens? 10 pages. Et finalement, ça s'est révélé un fake news. C'est bien ça la question que je vous réponds, avec des informations, des désinformations comme ça, qui ne sont pas étayées, qui ne sont pas prouvées, qui ont été démenties par les concernés. Ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est que la différence avec la presse traditionnelle, c'est-à-dire le print, les journaux sur papier ou les autres journaux, même sites sérieux, c'est qu'il y a une hiérarchisation de l'information, c'est qu'il y a un contrôle du chef de service, du chef de rubrique, du rédacteur en chef, du directeur de la rédaction et même plus s'il le faut, et pour éviter évidemment le traquenard, si vous voulez, des fausses nouvelles. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas voir ça. Tout le monde, nous sommes combien? 7 milliards sur la Terre, n'est-ce pas? Eh bien, les 7 milliards, ils peuvent, tout go, comme ça, chacun à sa manière, lancer n'importe quoi. Et il est incontrôlé et dangereux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à ça? Non, il y a une solution. C'est qu'aujourd'hui, j'y arrive. C'est que j'y arrive. De toute façon, il faut vous dire une chose. Aucun État dans le monde, quel qu'il soit, quelle que soit sa force, sa prodigiosité, si vous voulez, ne peut contrôler les réactions individuelles qui se passent entre minuit et 4 heures du matin, où le bonhomme est assis avec une tablette et quelque chose en train de lancer n'importe quoi. Vous ne pouvez pas. D'abord parce qu'il n'y a aucune loi qui autorise que l'État, encore que c'est nécessaire, intervienne à ce niveau-là. Et techniquement, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas mettre un policier... Impossible. On va opposer à l'État la notion de liberté d'expression. On va arriver aux solutions. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de diffamation, ce n'est pas la liberté d'insulte, ce n'est pas la liberté de désinformation. Donc là, on tombe sur le coup du pénal. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Hassan, vous voulez dire quelque chose? Je termine que seule l'éducation, maintenant, peut nous sauver de ce problème, de ce phénomène. L'éducation, elle n'a pas assez... Et encore. Pourquoi? Non, je crois que l'éducation... Mais bon, l'éducation, et pas uniquement l'éducation dans le sens où on l'entend en général sur les problèmes de l'éducation actuelle, mais c'est l'éducation aux nouvelles technologies, c'est l'éducation à la morale, à l'éthique. Vous savez, moi, ce problème d'éducation, j'y ai réfléchi. Hassan Saoud voulait intervenir, vous oui, l'avez interrompu. D'accord, mais il faut juste rattraper ça. J'ai souvent pensé est-ce que dans un pays comme le Maroc, dans lequel le niveau d'éducation, de formation, d'instruction est celui d'un pays de son niveau de développement, n'est pas plus exposé qu'un pays dit développé, et riche et éduqué. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? Voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire, est-ce que l'éducation... En Suède, dans des pays qui sont dans le top 10
des pays de l'éducation et de la formation et de l'instruction. Ils n'échappent pas au phénomène. Alors, est-ce que c'est seulement un problème de loi ou simplement un problème d'éducation? Ou les deux, ou alors c'est une fatalité avec laquelle il va falloir faire y vivre. Hassan Saoud, vous vouliez intervenir. Je voudrais aussi vous poser une question qui est qu'en début d'année, il y avait une loi contre les fake news qui était en projet, qui était dans le pipe, mais qui a été, semble-t-il, abandonnée entre-temps. Vous répondrez aux deux questions après la pause. Nous en sommes déjà arrivés à la mi-temps. À tout de suite. Merci. Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief consacrée cette semaine aux fake news. Pour ceux qui nous rejoignent, nous débattons aujourd'hui de ce phénomène de fake news, de fausses nouvelles, avec Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma, avec Hassan Saoud, membre chercheur à l'Institut royal des études stratégiques, avec Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Juste avant la pause, Hassan Saoud, je vous posais une question sur la loi contre les fake news. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou alors est-ce qu'elle a vécu? Tout d'abord, une mise au point concernant les fake news. Pourquoi il y a des fake news? Parce qu'on ne communique pas avant. Je vais vous donner l'exemple concret. L'affaire du choléra. Si on avait anticipé, si le ministère concerné avait dit, compte tenu de ce qui se passait dans un pays voisin, que notre pays n'était pas touché, je pense qu'il n'y aurait pas de fake news. Et donc, il y a de l'anticipation. Et pour faire de l'anticipation, il faut faire de la veille. Chaque département, dans ses attributions, doit veiller, doit faire ce qu'on appelle la veille médiatique. Et sentir les tendances. Et une fois que la rumeur apparaît, anticiper. Pour répondre à votre question... Sur la loi sur les fake news, le projet de loi sur les fake news. Le projet de loi. Le Maroc, à mon humble avis, n'échappera pas à ces tendances lourdes pour légiférer sur les fake news, parce que tout le monde le fait, sauf que les modalités sont différentes. C'est une loi nécessaire. Nous avons un arsenal, déjà, ce que j'appellerais l'arsenal physique. La diffamation, les dénonciations calomnieuses. Mais là, c'est la dimension numérique qu'il faut traiter. Et là, je reviens, cette loi doit faire l'objet de délibérations préalables, de concertation d'experts, en dehors évidemment de tout le débat parlementaire qui est nécessaire, mais il y a de la concertation. Mais quels sont les acteurs associés? Eh bien, d'abord, ces géants du net, leurs représentants. Parce qu'il faut légiférer aussi. Comment voulez-vous poursuivre quelqu'un qui vous envoie une fake news de Suède? C'est un sujet global qui nécessite une réponse globale. Primo. Deuxièmement, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Est-ce que le support d'une fake news est responsable? Est-ce que sa reproduction ou son transfert est responsable? Et donc et ça a été fait en Europe, et particulièrement en France. On a décortiqué tout le problème, on a associé des experts de la société civile, le débat. C'est quoi le débat? Le débat, c'est d'abord une affaire d'éducation, comme disait ici Hassan. Il faut ouvrir un débat, en dehors évidemment de tout ce qui se fait au Parlement, mais un débat public, en associant tous les acteurs qui sont impliqués dans toutes ces gestions numériques de l'information. Parce qu'on parle aussi de presse écrite. Il n'y a plus de presse écrite. Il est prescrite. Il n'y a plus de presse écrite. Et la presse écrite, un article de journal, un article de journal que vous photographiez et que vous lancez dans le Facebook n'est plus de l'écrit. Il devient numérique. Et donc, c'est cette dimension-là qui est importante. Et je pense que le Maroc doit légiférer. Mais avant tout, un débat et des avis des experts pour essayer de faire le contour de la question, parce que c'est important et c'est un enjeu de demain. Alors, l'Union européenne avait essayé de faire ça justement il y a quelques mois, ils y sont toujours, et ça passait, cet arsenal juridique qu'ils devaient mettre au point pour combattre les fake news passait par un certain nombre de phases qui d'abord définir ce que c'est une fake news, deuxièmement, en définir l'origine, troisièmement, établir et mettre en place un arsenal juridique qui soit adapté à tous les pays de l'Union européenne, et quatrièmement, impliquer la population, c'est ce qu'on appelait éducation. Alors Hassan Alaoui, est-ce qu'il serait possible, est-ce que c'est pensable de limiter la liberté d'expression par une loi?
Mais ce que pour vous venez de prolonger dire, ce que disait Hassan Saoud. ce que vous venez de dire là, à mon avis, c'est complètement dépassé parce que c'est un flot gigantesque aujourd'hui. C'est la globalisation prise à l'envers qui est en train de, comme une vague, de submerger le monde entier. Il n'y a plus de loi particulière à un pays parce que le problème il est général. Et donc les lois qui peuvent évidemment naître, ce sont des petites lois concernant des petites contrées dans un point sur la carte mondiale, ce n'est pas possible. Moi, je n'y crois pas personnellement. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est évidemment revoir la chose à la base, c'est-à-dire que des enfants de 15 ou même avant, de 5 à 20 ans, aujourd'hui, ils ont leur petit appareil, ils n'arrêtent pas. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut donc partir à la base, c'est, je dirais toujours, l'éducation. L'éducation, c'est la concertation. C'est un petit peu faire un travail collectif à l'échelle internationale. Et vous avez déjà vu des enfants de 5 ans à 15 ans écouter ce qu'on leur dit quand ils sont devant leur ordinateur? Mais ils rentrent, c'est ça le problème. Quand on s'engage dans une vision qu'il ne faut pas confier à des enfants, je veux dire n'importe quel appareil, c'est-à-dire ou contrôler à tout le moins, on peut y arriver, évidemment, pour les générations prochaines. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est fichu. Pour nous, c'est fini, hein, sincèrement. Et quand vous dites que, par exemple, la presse écrite est morte, ce n'est pas vrai. Jamais, depuis Trump, depuis l'histoire des fake news de Trump, et vous le savez, la Russie, les insultes envers la presse et tout, jamais le New York Times, par exemple, qui est un grand journal, hein, n'a eu autant de retours d'adhésion et de lecteurs qu'aujourd'hui. Vous pouvez vérifier. Et donc, tout est possible, si vous voulez, en ce moment. Tout est possible à partir du moment où on trouve la méthode, on définit la stratégie, n'est-ce pas, monsieur, les objectifs, hein, et les moyens, et faire, je veux dire, du travail associatif parmi les responsables de la presse. J'ajouterai tout à l'heure, parce que j'ai oublié, la différence entre nous, si vous voulez, et les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tendent à remplacer le journalisme. Et la différence avec eux, c'est que nous ne passons pas l'information comme ça. Il y a un contrôle, une hiérarchie, n'est-ce pas? Ça monte et l'information ne sort que lorsqu'elle est vérifiée, recoupée. Alors justement, Hassan Alaoui, voilà. il y a c'est ça une distinction. L'éthique nouvelle parmi les points d'éducation. Il y a une distinction à apporter. Quand on dit les fake news, bon, ce n'est pas des fake news qui sont sur des journaux tenus par des journalistes professionnels parce qu'il y a des lois et puis surtout il y a des déontologies. Je suis désolé, aujourd'hui il y a une certaine presse, même conformiste et tout, qui tend à faire du fake news, qui tend justement à céder à la vague des réseaux sociaux. C'est ça le danger. Il y a des lois, une loi dans ce pays et on ne peut pas sortir n'importe quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle la conformité. Il faut qu'une entreprise de presse soit dirigée par un journaliste avec des journalistes. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quand on parle de fake news sur Internet, il y a 3 supports. Il y a les réseaux sociaux, il y a les supports journalistiques professionnels qui peuvent faire une erreur, ce n'est pas une fake news, c'est une faute professionnelle à la limite avec les réglementations qui vont. Et puis vous avez des sites qui ne sont pas mis en conformité, qui ne sont pas des sites professionnels et qui se disent sites pour donner un peu plus d'importance à ce qu'ils leur disent. Alors, Naïm Kamal, vous parlez de presse intéressés, je finis, que par le clic. Et c'est ça le danger. La déontologie ne les intéresse pas. Le clic, c'est la déclinaison actuelle du scoop dans le temps. Vous qui avez un certain âge, Naïm, vous parlez. Je ne suis pas le plus vieux. Hein. On parle du clic, moi je m'adresse à vous là. On parlait du clic, et donc c'est la déclinaison actuelle du scoop. Est-ce que, après ce que disait Hassan Alaoui, est-ce que vous maintenez votre boutade, on va dire, sur la presse écrite prescrite? Parce que finalement, on a beau dire que ce sont des supports électroniques, pas électroniques, c'est de l'écrit. Il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Non, en fait, quand on parle de presse écrite, parce qu'on est encore prisonnier du vieux schéma qui fait presse écrite et audiovisuelle. C'est-à-dire la télévision et la radio. On avait ces deux supports. Aujourd'hui, il y a la presse sur le web, la presse digitale, qui est aussi écrite. Et il est audiovisuel également. Et il est un peu tôt. Donc, en fait, on dit presse papier, support électronique. Presse, parce que ça vient de la presse, l'ancienne. La presse, c'est la presse papier aujourd'hui. On dit maintenant les médias, digitaux électroniques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est devant un problème, pour ne pas dire le mot pompeux, de problématique énorme. Vous avez, à la base, les producteurs de l'information, on va dire l'information, qu'elle soit fausse ou vraie. On va s'abstenir de la nommer fake news ou pas, parce que ça, c'est une étape ultérieure.
on peut distinguer trois grandes tendances. Il y a les producteurs officiels, c'est-à-dire les institutions, les administrations, la société civile, qui sont organisées, déclarées, la presse, les journalistes, les médias, encadrés et qui ont une loi qui obéit à cette loi, c'est-à-dire quand demain Panorama Post, qui est ton site et ton support, fait une information, s'il y a un problème, s'il y a une diffamation, s'il y a une fausse nouvelle qui porte préjudice, parce qu'il y a une fausse nouvelle qui peut ne pas porter préjudice et qui n'a pas de conséquences, on sait à qui s'adresser, on sait qui juger. Et puis, il y a les désinformateurs professionnels également, c'est les services, c'est les grands groupes industriels. Hein? C'est l'infox. Qui produisent, on est vraiment dans la désinformation, l'intoxication réfléchie et préméditée. Et puis, il y a le flot, dans tout ça, il y a le flot des producteurs de fausses informations, de vraies informations, qui sont la grande masse, qui ont accès à cet outil, qui peuvent y mettre n'importe quoi ou des choses importantes et sérieuses, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des blogueurs qui apportent de la réflexion, qui apportent des informations, et puis il y a d'autres qui apportent de l'injure et de l'insulte, ou de la fausse information, ou de la diffamation, ou du dénigrement. Je voudrais que vous continuiez ce que vous dites en tant que... Vous êtes ancien sage de la AK, n'est-ce pas? D'une période de votre vie. De ma vie, dans une autre vie, oui. Dans une autre vie, voilà. Mais là, maintenant, je vous pose cette question. Est-ce que la AK a un rôle à jouer là-dedans? Ou alors est-ce qu'il y aurait un autre régulateur? Ou est-ce qu'il y a, parce qu'il y a un autre régulateur, comment ça se passe? Quel rôle peut jouer la AK là-dedans? La AK régule tout ce qui est audiovisuel émis par n'importe quel moyen technique. Ou par tout autre moyen, la télévision, la radio. C'est une question de réglementation. On peut ajouter une ligne est-ce que vous pensez que c'est faisable? Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, pendant que j'ai été, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai quitté la haute autorité, il y avait une réflexion. Il y a même une étude très, très volumineuse qui a été menée par le président de l'époque, Ahmed Ghazali, de l'AK, avec un groupe de travail sur l'Internet. Je n'ai pas vraiment une idée très précise sur le contenu, mais il y a une réflexion, un début de réflexion sur ce problème. Mais il est tellement alambiqué, il est tellement compliqué. Les choses vont tellement vite que pendant que les régulateurs réfléchissent, les choses sont donc ailleurs. Il faut réfléchir vite, appliquer vite et passer à autre chose. Parce qu'il y a une adaptation. Nous parlons, il y a déjà peut-être quelqu'un qui est en train de publier quelque chose qui peut nous dépasser. Oui, qui peut nous dépasser. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il faut compartimenter d'abord à quoi nous avons affaire, à quel type de producteur d'informations nous avons affaire. Je vous ai dit celui qui est identifié, qui est déclaré et qu'on peut poursuivre, qu'on peut encadrer. Et il y a le désinformateur qui est une institution, une industrie, un service. Et que lui a des moyens de se camoufler, de se cacher. Il peut envoyer une information à partir de la Nouvelle-Zélande qui va passer par la Russie. Est-ce qu'il y a une possibilité tomber en Chine, arriver au Maroc? Est-ce qu'il y a une possibilité d'interdire, je ne sais pas, je pose la question, elle est ouverte, est-ce qu'il y a une possibilité que les gouvernements, je ne parle pas que du Maroc, que les gouvernements s'adressent aux réseaux sociaux pour essayer de réguler ou de au moins juguler les identités anonymes, les non-identités en fait. Ça a été fait. Est-ce qu'il y a un moyen technologique, Hassan Saoud, de bloquer tout ça? Est-ce que ça peut se faire? D'abord, les gouvernements ont le droit de concertation avec ces géants du net. Ça a été fait en Allemagne, ça a été fait en France. C'est un problème de souveraineté. Pour se mettre d'accord sur tout ce qui concerne le mode de fonctionnement. Bon. Ben oui, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été auditionné au Congrès américain, au Parlement l'Allemagne a européen. légiféré. L'Allemagne, s'il y a une fake news et qu'il y a un démenti dans les 24 heures, si Facebook ne l'efface pas, c'est 50 millions de... Non, attendez. Laissez-le terminer, Naïm. Laissez-le terminer parce que c'est intéressant. Ce n'est pas là le problème. Une fake news... Allez-y, Hassan Saoud. Pardon. Une fake news qui est effacée 24 heures après, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Si, c'est trop tard. Le mal est fait. Le mal est fait, mais on peut le réduire. On peut le réduire, le mal, Naïm. Continuez, Hassan Saoud, s'il vous plaît. Quand une fake news est effacée, c'est notifié à tout le monde. Tout le monde le sait.
Nous sommes dans un monde... Mais écoutez, c'est c'est mieux que rien, la c'est un technologie... début. On ne peut pas rester un bras croisé et ne rien faire. On parle d'efficacité. La technologie est virale. Il y a de la viralisation dans la technologie. Le message, quand un contenu est infirmé, il est effacé et tout le monde le sait. Bon, maintenant, quels sont les moyens technologiques? Oui, mais ça, c'est déjà fait. Il ne faut pas le lier. Et ça suppose... Alors, vous allez parler de ce que vous voulez, laissez-le parler de ce qu'il dit. Ça suppose, évidemment, de la concertation et de la responsabilisation de chacun. Maintenant, les moyens technologiques. Il y en a. Vous pouvez limiter la visibilité par le prestataire de service. Vous pouvez supprimer le compte et vous pouvez également déférencer. Il y a ce qu'on appelle le déférencement du site. Vous l'enlevez. Pour les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des... Mais c'est ça, c'est les réseaux sociaux qui le font. Parce que, dites-vous bien que les réseaux sociaux, c'est un support. Mais ils ne nous dédouanent pas de ce que vous mettez, vous. Sans arriver, Hassan Saoud, sans arriver à ce qu'ont fait certains pays, on ne va pas les nommer, qui ont tout simplement coupé les connexions. Ben oui. Ça, c'est de la censure. Non, écoutez, il y a des moyens de détourner. On a fait ça en Tunisie au moment des révolutions, ça n'a pas marché. Écoutez, il y a les proxys qui marchent. C'est technique. C'est ce qu'on disait, la technologie appelle une contre-technologie. Une contre-technologie, il y a une parade. Ça, c'est un autre... Sur leur continent. Ils sont sur leur continent, ils ont 1,5 milliard d'utilisateurs. Et vous avez évidemment, Facebook vient de le faire, un contenu contesté. Dès que vous le mettez, vous avez une alerte. Ils vous disent ce contenu a été contesté par un organe vérificateur ou par Si Hassan, par exemple. Et il ne passe pas. Donc, il y a des progrès. Seulement, évidemment, la technologie avance. Mais qu'est-ce qui est encore plus important? C'est le volet de la judiciarisation. Une fois que le bonhomme est diffamé numériquement, comment on fait? Est-ce qu'on a les moyens de la preuve, de la bonne foi, de la mauvaise foi? Et dernier point, tout le monde ne peut pas être sur les réseaux sociaux si on respecte les conditions générales. Un garçon de 14 ans ne peut pas. Sauf qu'on triche sur l'âge. Mais vous n'avez pas le droit si vous n'êtes pas majeur. Regardez les conditions générales. Regardez les conditions générales qui font 11 pages. Et je suis sûr que personne ne les lit. Eh bien, il y a tout dedans. Et la responsabilité... Vous savez, les conditions générales, malheureusement, à moins d'être chercheur, on ne les lit pas. Et il faudrait les dire. Hassan, moi, je voudrais juste dire un petit mot aujourd'hui, pour résumer un petit peu à ma façon de le dire. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les fake news et tout ça, ce que nous vivons un problème, si vous voulez, de ce qu'ils appellent maintenant les spécialistes, une désintermédiation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre la nouvelle qui tombe, quelle qu'elle soit, et celui qui la reçoit. C'est-à-dire, elle ne suit pas le processus que nous avons, nous, de contrôle, j'allais dire, de contrôle, évidemment, tout simplement, le mot donc, de recoupement et tout ça, en matière de presse. Ensuite, le deuxième point, c'est la vitesse. C'est-à-dire, en fait, l'accélération de l'information qui se fait, je veux dire, à la vitesse lumière, pardonnez-moi, dans le monde entier. Parce que, comme a dit tout à l'heure Naïm, la nouvelle peut tomber à Santiago du Chili et tout de suite, dans l'immédiat, elle est reçue ici à... Excusez-moi, Hassan, je voudrais vous poser une question sur ça, justement. Ne partons pas jusqu'au Chili, c'est loin. On reste juste ici, au Maroc. Est-ce que vous ne pensez pas que cette prolifération, cette multiplication des fake news au Maroc, donc de fausses informations au Maroc, est-ce qu'elle n'est pas due à un manque d'informations au niveau du gouvernement? Si on ne donne pas d'informations, alors on est obligé... Excusez-moi, je termine ma question. Au lieu de donner une information a priori, on pédale après les fausses informations a posteriori. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Alors, j'arrive à vous. Dernièrement, il y a eu une grande manifestation à Rabat, vous vous souvenez? Et puis, il y a donc les chiffres qui ont été donnés plus ou moins véridiques, ou véridiques même, donc des autorités et de la police. Et puis, il y a les chiffres des participants donnés par les islamistes. Pardonnez-moi de parler. Non, on ne parle pas de ça. Les organisateurs. On parle pas de ça. Et là, évidemment, ça met en face à face deux visions des choses. Alors, laquelle est vraie de l'information et laquelle est fausse? Vous avez pris un mauvais exemple. J'ai pris un mauvais exemple. Justement, vous avez pris le mauvais exemple. En général, quand il y a... S'il vous plaît, quelle est l'information qui est vraie? Parce que ça... S'il vous plaît, si on prend cette histoire de manifestation, en général, dans le monde entier, c'est selon les organisateurs, selon la police. Par contre,
Par contre, les exemples que j'ai cités tout à l'heure sur les différents démentis, on remarquera une chose, c'est quand il y a un démenti, il y a une prise de conscience, une sensibilisation des internautes. Attention, ça a été démenti. Naïm Donc quand il y a un démenti... alors que les démentis ne te passent pas. Non, Elles sont logées dans la 4e ou 10e page. Et vous avez un journal important qui était insultant vis-à-vis des gens, qui n'a jamais il a mis en cause des gens, des personnalités et tout, il n'a jamais passé de démenti. Ah ben il fallait que les gens le poursuivent en justice, il y a des tribunaux pour ça. Je ne vais pas revenir sur cette histoire de démenti. Vous avez donné un exemple sur une manifestation. Il y a 2 chiffres, ça a toujours été. On a la police, on a les organisateurs. Les organisateurs ont toujours tendance à gonfler et on dit que la police a généralement tendance à minimiser. Bon, ça c'est universel. Ça reste. Il y a aujourd'hui des moyens de contrôler, il y a toujours des tierces parties qui peuvent intervenir. Mais c'est ce cas-là. Non, le problème n'est pas là. Le problème, il est dans la réception. Qui le récipiendaire de l'information est-il prêt à croire le chiffre donné par les organisateurs ou les chiffres donnés par la police? De perception de l'information. Et c'est là, c'est selon où l'on se trouve, parce qu'il y aura une partie de ceux qui reçoivent l'information qui vont croire que la police n'a pas de raison de mentir, et d'autres qui vont vouloir gonfler, ça c'est gonfler, celle des organisateurs. Donc on est là dans une situation où vraiment interfèrent beaucoup d'éléments. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parle de fake news, qu'elles soient effacées 24 heures après, ça ne m'intéresse plus. Vous revenez à votre sujet? Exactement, parce qu'une fake news, dès qu'elle dépasse la minute, sur les réseaux sociaux, le mal est fait. Virulente, comme on dit. Le mal est fait. De toute manière, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Vous laissez passer. Vous ne pouvez pas laisser passer. Donc vous avez un démenti que vous mettez. Je ne dis pas je la laisse passer. Je dis que le problème est beaucoup plus complexe et beaucoup plus grave que de croire qu'on va pouvoir le solutionner par des législations en disant l'opérateur ou le monteur de ou le Google ou Yahoo ou je ne sais quel GAFA est dedans, est tenu de l'effacer. Oui, il va l'effacer dans les 24 heures. Et après, tout ça est une question de temps. C'est une question de temps. Vous me direz que s'il reste 24 heures, il va pas avoir le même impact et la même dimension de diffusion. J'arrive à voir Hassan Saoud. On va quand même mettre au crédit du gouvernement des réactions. Je peux terminer. Vous n'arrêtez pas de terminer tout à l'heure. Moi, je n'ai pas parlé depuis. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Allez-y, mais rapidement parce que Hassan Saoud veut. Hassan Saoud, à vous. Il y a chez la MAP a introduit un système que vous êtes censé connaître, c'est SOS Fake News. D'abord au profit des entités gouvernementales dans lesquelles sont mis des mises au point et des démentis. Et tout le monde peut s'enregistrer et correspondre et faire la même chose. Donc ça, c'est quand même important. Vous savez, je pense qu'il faut tout encadrer, sauf que le domaine est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une question. C'est une question de temps entre l'immédiateté de l'information et le temps de sa viralité et de sa transmission virale et le temps de la réaction. Alors, le mot de la fin pour vous, Naïm Kamal, vous voyez, ça passe très vite quand on parle de fake news. Il y a d'autres choses aussi. Le mot de la fin, c'est qu'il faut faire une autre émission pour qu'on termine la discussion. C'est tout ce que vous avez à dire pour le mot de la fin. Allez-y, vous avez encore quelques minutes. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir traiter ce problème en 30 minutes, en 45 minutes ou même en 1 minute? Je vous dis, on en était même 53, d'accord? Non, 52. 52, d'accord. C'est le format télé, vous savez. Le fake news, moi je crois qu'il faudrait lui consacrer plusieurs émissions, y revenir chaque fois, sans cesse, pour que ça rentre, ça pénètre la société. Et pour l'instant, on est loin de voir la solution. Dernière petite question, est-ce qu'il est opportun de confier à Mustafa Al-Khelfi, qui est ministre des Relations avec la société civile, avec le Parlement et la société civile, la fonction de porte-parole? Est-ce qu'il n'aurait pas été meilleur de la confier à ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire au ministre de la Communication? C'est-à-dire ça n'a rien à voir contre Al-Khelfi lui-même, mais le porte-parole doit être le ministre de la Communication qui communique. Je n'ai pas compris le sens de votre question. Le sens de la question, est-ce que le porte-parole doit être le ministre de la Communication ou autre chose?
peu importe. Un jour, on aura le ministre des Affaires étrangères qui sera le porte-parole. Ce qui est important, c'est qu'ils disent des choses intéressantes et vraies. Tout à l'heure, on parlait de la communication gouvernementale. Vous savez, les gouvernements ne communiquent pas sur tout ce qu'ils font. Ils ne disent pas tout ce qu'ils font. Il ne faut pas être angélique. Il ne faut pas être angélique en disant, on disait, si on veut lutter contre les fake news, il faut que le gouvernement communique à tout goût. Non, un gouvernement est tenu parfois. Prenez la dévaluation d'un dirham. Vous me dites que le gouvernement doit communiquer à quel moment sur la dévaluation? Quand la décision est prise. Et pour expliquer. Non, c'est-à-dire si le gouvernement dit que je vais dévaluer dans telle perspective, il va ouvrir le marché à la spéculation. On dit jamais ça sur la dévaluation. Mais bon, c'est vrai que vous avez raison, c'est une émission. C'est pour ça que je vous dis. C'est un sujet comme la dernière fois sur l'éducation, comme le harcèlement, il faudra revenir dessus. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du débrief. Restez sur Média 1 TV. Merci.